Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, on est de retour pour la première fois en 2022. La saison 3 se poursuit. C'est donc la 7e émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Après un autre confinement, le hockey est sur le point de reprendre. On l'espère de manière définitive au Québec. Premier pas dans la bonne direction, la LHJMQ a annoncé en début de semaine qu'elle reprendra ses activités le 4 février. C'est avec grand plaisir qu'on recevra aujourd'hui un joueur du circuit courto. Mais avant, je vous présente mon fidèle collaborateur qui revient avec nous en 2022, James Letourneau. Comment ça va, James? Salut mon Charles, ça va bien toi aussi? Yes, excellent. Donc, notre invité d'aujourd'hui est Jérémy Biakabutuka. Jérémy est un défenseur des Islanders de Charlottetown, vétéran de 4e année dans la LHJMQ. Jérémy a aussi évolué avec les Foreurs de Val-d'Or, l'équipe qui l'a repêché, et plus récemment là, avec l'Océanique de Rimouski. Jérémy Biakabutuka, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Merci les gars. Yes, sir. Bon, on va commencer mollo. On va commencer en parlant là, de tes débuts dans le hockey. D'abord, comment est-ce que tu t'intéresses là, au hockey dans ta jeunesse? Écoute, du côté de ma mère, dans le fond, mon père, il vient, c'est un Africain, dans le fond. Puis ma mère, c'est une Québécoise. Puis, dans le fond, tu sais, du côté de mon père, tu sais, avec mon oncle, puis tout, c'était vraiment le football. Puis, du côté de ma mère, ben, tu sais, comme tous les Québécois, tu sais, c'est pas mal le hockey, puis tout. Donc, Ouais. nous, on a un chalet proche de la région de Trois-Rivières, puis il y a un lac à côté. Fait que, tu sais, à chaque hiver, on fait une patinoire. Puis, quand on était jeune, ben, tu sais, on faisait des petites games, on apprenait à patiner, puis tout. Puis, moi, j'étais vraiment jeune, j'avais peut-être 4 ans. Je me rappelle pas vraiment de ces moments-là, mais on patinait, tu sais, avec nous. C'était des patins, écoute, c'était des patins à 4 lames, patins roses, là, je me rappelle encore. Là, tu sais, c'était pas pour patiner, c'était plus pour rester debout, en fait. Ouais. Puis mon oncle, dans le fond, c'est dans le fond, le mari de ma tante, dans le fond, la sœur de ma mère, dit ah, il pourrait être bon au hockey, ça pourrait être quelque chose que vous pourrez regarder. Tu sais, je sais pas, l'inscrire pour qu'il joue à monnaie. Puis ma mère, tu sais, l'a regardé et dit ah, ça peut être une bonne idée. Puis en revenant du chalet après les vacances de Noël, ben, mon père est allé à l'aréna le plus proche, puis il a demandé tu sais, il y avait une pratique, je pense, qu'il jouait là, ou un coach qui était dans l'aréna. Il a dit ah, mon fils aimerait se jouer, est-ce que je pourrais l'inscrire? Puis le coach a dit écoute, il y a une pratique bientôt, tu pourrais l'apporter. Puis tout. Fait que mon père, après ça, est allé acheter l'équipement sans connaître rien. Écoute, il connaissait vraiment rien. Vraiment, il m'a acheté des. Écoute, il y a des épaulettes, des coudes que j'ai joué avec jusqu'à la tombe de Ray parce que c'était des seniors. Tu sais. Fait que, tu sais, il me fait. Je devais grandir pour les qui soient trop petits, mais c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au hockey, vraiment, comme tout le monde, Mag 1, j'ai continué Mag 2 jusqu'à aujourd'hui. Excellent, c'est intéressant. Tu as parlé de ton hockey mineur, justement. Parlons-en un petit peu. D'abord, tu as grandi à Longueuil, puis comme tout le monde, tu le disais, tu as passé des niveaux mag, novice, atome, puis oui. Quels sont tes souvenirs les plus marquants de ces années-là dans ton hockey mineur? Écoute, mon hockey mineur, ça a été. Tu sais, j'ai pas vraiment eu de souvenirs marquants dans le sens les grosses victoires parce qu'on gagnait vraiment pas beaucoup, pas vous mentir. Dommage. La seule année vraiment qu'on a vraiment gagné beaucoup, c'était quand je faisais du 3A d'été. OK. Cette saison-là, elle a fini 23 victoires en 24 games. On a perdu en finale du dernier tournoi. Fait que ça, c'est vraiment, évidemment, la saison de l'été marquante, c'est vraiment. Quand j'étais jeune. Mais sinon, quand j'étais jeune, c'est juste les seuls moments marquants, c'est vraiment quand tu es dans le sport-études, quand tu dis que tu Ouais. rates l'école pour jouer au hockey. Quand tu es jeune, c'est nice. Tu t'en vas en boss avec les gars, tu vas dans la chambre, tu pratiques l'après-midi, tu reviens le soir, tu as les devoirs. Je pense que c'est les choses plus marquantes, c'est plus les moments dans la chambre avec les gars. Tu crées des amis pour toujours, évidemment. Puis c'est nice que tu es dans la classe avec eux, tu t'en vas à l'aréna avec eux, la fin de semaine, tu les Ouais. vois parce que tu joues des games de hockey. Fait que, c'était vraiment ça qui était le fun, vraiment. Puis mes moments marquants, c'était avec les gars, évidemment, dans la chambre au cours des années. Yes, super. Puis justement, à quel moment est-ce que tu as réalisé que tu avais un certain potentiel pour jouer du hockey de haut niveau, là, qu'on le veuille ou non? Écoute, depuis que je suis jeune, vraiment, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours été bon au hockey depuis que je suis jeune. Mike, j'étais toujours un des meilleurs. Donc, depuis que je suis jeune, ça a toujours été mon rêve de jouer du hockey de haut niveau. J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours su que j'avais les habiletés pour jouer du hockey de haut niveau. Mais tu sais, je dirais autour de. Tu sais, quand tu arrives autour de, mettons, Bantam, Midget, c'est là que tu réalises que tu as une chance d'être drafté à la GMQ, puis jouer peut-être à 16 ans, 17 ans.
c'est autour de là que tu comprenais. Avant ça, je ne savais même pas que la GMQ existait. Pas vous Ouais. mentir. Écoute, c'est vraiment autour de Bantam deuxième année, midget, que j'ai réalisé qu'il fallait que je passe par la GMQ ou pour jouer NHL un jour. Donc, avant ça, je ne savais vraiment pas. Je jouais juste au hockey pour me dire un jour, j'aimerais ça jouer du hockey professionnel. Puis, c'est ça. Après ça, je suis arrivé midget. Puis, évidemment, j'ai été repêché après ça la GMQ. Good. Tu l'as mentionné plus tôt, tu es dans une famille de sportifs parce que ton oncle, Tim, est un ancien joueur de la NFL qui a joué quand même 6 saisons avec les Panthers de la Caroline. Quel impact ton oncle a eu dans ton cheminement hockey? Est-ce qu'il t'a déjà donné des conseils, là, même si lui était plus dans le foot? Oui, c'est sûr que, écoute, ben, juste le fait d'avoir un oncle qui a fait que j'ai du sport de haut niveau, ça te montre que tu as une bonne génétique. Hein. Ça, c'est quelque Ouais. chose qui est encourageant. Ça montre que si tu travailles fort, ben, tu peux réussir parce qu'il y a quelqu'un d'autre avant toi qui l'a fait. Donc, tu sais que tu as la génétique pour te rendre, mais tous les conseils, il m'a toujours dit de prendre soin de mon corps. On est des gros bonhommes que, on a besoin de s'étirer beaucoup, prendre soin de notre corps, pour être sûr de ne pas avoir des blessures. Mais sinon, il a toujours été là pour m'encourager, pour féliciter aussi. Quand il y avait quelque chose je passais dans le journal ou quand j'étais jeune, je passais dans le journal, c'était pas tout le monde qui arrivait à tous les jours. Donc, il me félicitait. Quand j'étais repêché à la GMQ, il me félicitait. Plein de choses comme ça. Quand on est allé le visiter, j'étais allé le visiter quand j'étais plus jeune, en secondaire 1. Écoute, il est toujours là à m'encourager puis tout. Dans ma carrière à la GMQ aussi, dans mes moments plus difficiles, il était là il m'a appelé pour me donner des conseils justement pour rester fort mentalement puis tout. Donc, je pense qu'indirectement, même s'il est loin puis il est en Caroline aujourd'hui, il essaie toujours de m'encourager le plus qu'il peut puis de me donner ce qu'il connaît dans le monde du sport. Puis, il a beaucoup enseigné aussi à mon père. Donc, mon père, il me transmet ce que lui a appris à travers ça, puis ce que mon père connaît. Donc, je pense que je suis bien entouré à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant. Ton aventure dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a débuté là, au repêchage 2018 quand les Foreurs là, ont fait de toi leur choix de première ronde, 17e au total de ce repêchage. Bon, chaque joueur, naturellement, a son histoire de son propre repêchage. Je serais curieux de savoir quelle est la tienne. Raconte-moi un petit peu là, de ton repêchage. Écoute, le repêchage, ça a été une journée remplie d'émotions, évidemment. Ouais. À la base, probablement, le repêchage, je arrivé là un jour d'avance pour rencontrer les dernières équipes. Moi, la veille, j'avais rencontré 3 équipes. Rouen, les Foreurs et l'Armada, si je ne me trompe pas. Puis, justement, les Foreurs, c'était la seule... C'est la première fois que j'ai rencontré, dans le fond. Avant ça, j'avais rencontré pas mal toutes les équipes de la GMQ durant la saison. Mais là, les Foreurs, je n'avais pas rencontré. Puis c'était la première fois que j'ai rencontré. J'ai eu mon entrevue avec. C'était la première des 3. Ça a bien été. Pour le reste, je pense que ça a bien été. Écoute, les coachs étaient sympathiques. J'ai donné une bonne impression. Après ça, évidemment, j'ai continué mes rencontres puis tout, ma journée puis tout. Puis les Foreurs, c'est probablement une des seules équipes. Je pense qu'il y a quelques équipes qu'on n'avait pas beaucoup parlé avec mon agent, mais puis les Foreurs en faisaient partie. Donc, je ne m'attendais vraiment pas à sortir là. Je ne m'attendais pas à sortir là. Je n'avais pas montré plus d'intérêt que ça. J'avais pas de. Mon agent ne m'avait pas dit non plus qu'il y a beaucoup de chances que je sorte là. Puis c'est ça, fait que là, je vais même me coucher, j'ai la misère un peu à dormir, évidemment, c'est une grosse journée quand même le lendemain. Là, t'arrives au draft, là, les choix commencent à avancer. Puis moi, j'étais classé, je pense, autour de 12, 13 ou 14, je pense 14 ou autour de là, puis tout. Mais mon agent m'avait dit ça se peut que tu sortes plus tôt, puis tout. Fait que, moi, j'étais là. Fait que là, les choix commencent à aller. Puis tu vois la première ronde qui est sur le bord de finale. Puis tu te demandes, ben là, est-ce que je vais sortir un moment donné? Là, on dirait que tu y croyais quasiment plus, là, que tu allais entendre ton nom dans les haut-parleurs de l'amphithéâtre. Mais après ça, il y a eu évidemment un long moment d'attente parce qu'il y avait un échange pour justement les choix 16-17. Finalement, c'est Val d'Or qui ont eu les choix 16-17. Puis finalement, ils m'ont pêché. Puis je me rappelle, là, je me suis levé. Puis j'étais encore sur le choc.
c'est pas vraiment ce qui se passe. Je me rappelle que marcher dans l'allée, je me rappelle quasiment pas d'avoir marché dans l'allée parce que j'étais Ça tellement doit dans être un ma tête méchant et tout. feeling. Puis, Ça ouais, doit c'est être un tout qu'un feeling, feeling. toutes les caméras sur toi, Ouais. tout le monde est là, tu vois que tu vas sur l'estrade, tu mets ton chandail, tu prends une photo. C'est vraiment un bon moment. C'est probablement un des meilleurs moments de ma jeune carrière. Puis, non, c'est un jour que je vais toujours me rappeler, là, évidemment. Mes parents aussi étaient émotionnels, mes frères étaient là, ma famille était là, mes amis étaient là dans les estrades, mes oncles, mes tantes. C'était vraiment un moment nice pour tout le monde. Puis, non, c'était une belle journée pour eux à la fin de la journée. Là, c'était être repêché par une équipe de la GMQ, c'est un privilège. Là. Yes. Tu as un bon gabarit, 6 pieds 4, 203 livres si les données de Elite Prospect sont toujours bonnes. J'imagine qu'à ta saison recrue, ça a un peu facilité la transition là, entre le Midget 3 et la GMQ. Ouais, non, c'est sûr que à ma saison 16 ans, je n'étais pas ce gabarit-là. Par contre, là, j'étais sûrement un peu Ouais. moins lourd, mais j'étais autour de Ouais. 195 livres. Mais c'est sûr ça facilite une transition parce que Ouais. justement, la différence entre Jet 3 et la GMQ, c'est oui la vitesse, mais c'est aussi le gabarit des joueurs contre qui tu Ouais. joues contre. Je me rappelle, il y a des gars comme Samuel Poulain, qu'à 16 ans, c'était un des gars que j'avais le plus la misère de jouer contre parce que il était tellement fort, tellement gros, puis tu as 16 ans, tu es jeune, tu es un jeune adolescent, puis tout. Il y a plein d'autres gars comme ça qui avaient 19, 20 ans, il y a des gars qui avaient de la barbe. Moi, j'avais pas encore de la barbe vraiment. J'étais jeune, je venais d'arriver et tout. C'est sûr que quand tu as un gros physique et tu es plus lourd que la moyenne, ça l'aide évidemment. Fait que c'est une chose de moins que j'avais à m'adapter. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé là, pour mon adaptation. Good. La saison passée, les Foreurs t'ont échangé à l'Océanique. Tu passais d'une équipe qui prétendait aux grands honneurs vers une équipe qui était un peu en période de transition, là, un après Alexis Lafrenière. Comment s'est passé cet échange-là pour toi? C'est bien passé. Écoute, c'est moi qui avais demandé d'être échangé. OK. À cause que je voulais plus jouer, dans le fond. Là, OK. je voulais avoir un rôle plus important. Les Foreurs, c'est une équipe qui allait pour les grands honneurs. Puis, selon moi, j'avais besoin de me développer. Là. Évidemment, j'avais besoin du temps de jeu dans toutes les situations, pas seulement à 5 contre 5 ou seulement dans des situations comme en fin de piqué ou des affaires comme ça. Donc, j'ai demandé un échange pour mon développement parce que moi, je lui ai dit à la fin de la journée, mon but, c'est de jouer professionnel, c'est pas de jouer la GMQ. Fait que, je veux utiliser la GMQ pour me développer. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé un échange. Puis finalement, j'ai été échangé à l'Océanique qui, justement, il cherchait pas qu'il cherchait des joueurs, mais qui était en reconstruction. Donc, j'ai vu la différence, évidemment, de jeu. Je me rappelle la première game que j'ai joué à Rimouski. J'étais fatigué après une période. C'était comme impossible que je fasse ça pour le reste de l'année. J'étais brûlé. Puis à la fin de l'année, quand je jouais des 30 minutes en série, écoute, j'étais allé rechecker combien j'avais joué la première game. J'avais seulement joué 21 minutes, tu sais. Puis j'étais comme, mais ça, on dirait que j'avais joué 47 minutes, tu sais. Mais non, ça a été une bonne échange. C'est ça, c'était une décision business, vraiment. C'était pas une décision émotionnelle. C'est pas parce que j'aimais pas la ville, au contraire. J'ai adoré Val d'Or. J'adorais les joueurs, l'administration, tout le monde. Écoute, Val d'Or, j'ai l'ai sur le cœur. C'est comme ma deuxième maison. Là. Mais c'est vraiment une décision business. Une décision que c'était pour ma carrière, là, vraiment. Excellent. Tu as mentionné avoir demandé une transaction, mais que tu as toujours Val d'Or dans ton cœur. C'est très intéressant. Mais plus globalement, qu'est-ce que tu retiens concrètement là, de ton passage de 2 ans et demi en fait à Val d'Or? Peut-être un moment marquant, un souvenir. Écoute, ça, c'est quelque chose que j'en parle encore. Là, c'est mon moment vraiment marquant. C'est une game, dans le fond. C'est la game. La game 5 en série contre Victoriaville à 16 ans. C'est la première game que j'ai vraiment joué qui c'était rempli dans les estrades. Là. Je me rappelle, cette game-là était incroyable. Là. C'était rempli dans les estrades. La foule était vraiment énergique puis tout. Puis je pense qu'on perdait 2-0 puis on avait remonté la série 2-2 puis la game c'était un vendredi. Fait que il y avait vraiment beaucoup de monde puis on avait réussi à gagner cette game-là. Puis je me rappelle cette game-là que c'est. Après cette game-là, je parlais avec mes amis puis tout dans la chambre, tu sais. Puis on se disait, c'était incroyable. Là, on est tombé.
on était 16 ans, moi puis Marshall, puis William Provo, on se parlait, on disait, écoute, on veut. C'était nice, c'est ça, Val d'Or, on était comme, wow, on veut rester ici, c'était vraiment un bon moment. Puis ça, c'est vraiment comme, un moment, vraiment qui est marquant, là, que je dis, cette game-là était vraiment le fun. Il y a une photo de moi qui a été prise après, que j'étais juste sur la glace après la game, j'avais un gros sourire parce que j'étais juste comme. Même si j'avais sûrement pas beaucoup joué, là, cette game-là, j'ai sûrement pas joué 25 minutes, j'ai peut-être joué 16-17 minutes, mais c'était incroyable, c'était un bon feeling. On va continuer un petit peu de parler de série, justement l'an dernier avec l'Océanique de Rimouski. D'abord, une victoire très impressionnante au premier tour contre les Cataractes, vous les avez en quelque sorte surpris. Puis après ça, une défaite contre les Foreurs, ton ancienne équipe. Mais parle-moi un petit peu de tes séries-là l'an passé. Écoute, ça a été des bonnes séries, honnêtement. On a fait justement une surprise en éliminant Shawinigan cette année-là. Personne ne s'en attendait. Pour eux, ils n'étaient même pas censés jouer contre nous. Je pense que ça a été à cause des cas de COVID que ça a changé et tout. Mais non, ça a été des bonnes séries. Je pense que Serge Beausoleil nous avait très bien préparé pour cette série-là avec les coachs et tout. On avait un très bon groupe de vétérans qui apportait de la bonne chimie d'équipe, qui faisait que la chambre était très unie, très solide. Puis écoute, on jouait vraiment game après game. Ça a été, on voulait vraiment imposer notre style de jeu qui était fatigant à jouer contre, dur à faire des buts, fort défensivement puis tout. Puis je pense qu'on a fait ça. Ça n'a pas été dur. Je pense que ça n'a pas été facile. Je veux dire, on a gagné la première game 1-0. Deuxième game, on a perdu 7-2 ou 7-1, quelque chose comme ça. Puis après ça, on perdait, je pense, c'était un 3-5, on perdait 2-1. Puis on a remonté ça 2-2 puis 3-2. Puis je pense que ça a été une série qui a montré vraiment la qualité de la défensive puis de notre équipe qu'on avait. Je pense que on n'avait pas les éléments pour battre Val d'Or, mais je pense que si on avait quelques petits éléments de plus, on aurait pu aller plus loin. Puis je pense que les gens le savaient, puis les gens, je pense, nous ont été impressionnés, puis nous ont respectés après ça. Ils ont dit, OK, Rimouski, c'est pas une équipe qui était juste par rapport. Je pense qu'ils avaient leur place là. Puis non, ça a été peut-être probablement un des plus beaux moments à Rimouski, évidemment. C'est cette série-là. Quand on est revenu après la game numéro 5, c'était juste incroyable. Là, dans la chambre, tout le monde était content, tout le monde s'aimait, puis c'était incroyable. C'était comme un peu notre finale un peu, là, ça, là, les émotions étaient très hautes puis tout. Là, fait que non, c'était très nice. Je vais renchérir là-dessus, c'est intéressant. Je me rappelle très bien, avant les séries l'an dernier, avoir fait une émission sur nos prédictions, nos analyses là, sur les match-ups des séries. Je l'ai fait avec Charles d'ailleurs, puis c'est ça que je disais. Je vous vantais l'Océanique comme de quoi que vous pouviez être une équipe surprise, que l'équipe de Serge Beausoleil, c'est toujours une équipe qui te parlait d'identité, d'être des fatigants, toujours dans la face de l'adversaire. Puis je vous vantais, puis ça ne me surprend pas que tu en parles ainsi. C'est cool, c'est intéressant. Ouais, non, Serge, c'est un excellent coach. Là. Pour vrai, c'est un des meilleurs coachs dans la ligue. Ça, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'il est là. Et la façon j'ai déjà dit dans une entrevue, c'est un commandant de l'armée. Là. Il motive ses troupes comme si on allait à la guerre. Là. C'est speech d'avant-game. Là. Ton cœur bat. T'es juste. Tu veux aller jouer. Là. T'as envie d'aller jouer pour ce gars-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un bon coach. Il est vraiment. Il a son style. C'est pas tout le monde qui va aimer son style, mais quand tu réalises qu'il est juste là pour le bien de son équipe, le bien de toi, puis le bien de ton développement, tu réalises que c'est un bon coach, puis tout. Puis c'est vraiment lui qui faisait partie, même si c'est pas lui qui jouait, c'est lui qui. La préparation d'avant-match, puis tout, puis de nous faire réaliser qu'on pouvait, parce que je suis sûr qu'il y a des gars comme, même moi, peut-être avant la série, tu checkes les cadres qui disent on va sûrement perdre, mais on va essayer de bien jouer pareil. Mais lui, il nous mettait dans la tête que non, si tu gardes sur les. On est capable de jouer ça, puis ça fait que quand tu embarques sur la glace, tu embarques avec le désir de on va gagner, que le désir, on va essayer de genre bien paraître. C'est que, non, c'était très bon coach pour elle. Ouais, vous avez fait mentir plusieurs experts, assurément. Non, mais non, ça, c'est sûr. Ah oui. Mais James, t'avais-tu prédit pour l'Océanique? Il me semble que oui. Ou t'avais prédit une série serrée, mais. De mémoire, je t'aurais dit, j'avais dit Cataract en 5, mais c'était une série 3-5, il faut rappeler. Ouais. Mais je me souviens d'avoir vanté en long et en large le système d'Océanique. C'est une équipe que j'ai aimé regarder jouer l'an passé. Donc, notamment à cause de ton joueur préféré, clin d'œil, Jacob Mathieu. Ah non, ancien des Chevaliers.
Ouais. Ah, ok, c'est pour ça. Tu as continué de jouer sous Serge Beausoleil et avec Jacob Mathieu dans cette première moitié de la saison avec l'Océanique. Une équipe qui a quand même beaucoup surpris. On continuait de s'attendre à une espèce d'après un après Alexis Lafrenière, mais encore là, vous avez connu plusieurs bonnes séquences de victoires. Vous avez même été dans le top 10 de la LCH là, quelques semaines. Qu'est-ce que tu retiens là, de cette demi-saison à Rimouski? Ben écoute, qu'est-ce qu'on dit? C'est la même chose que qui s'est passé dans les séries l'année passée. Tu sais, je pense que le groupe de gars qu'on avait, le coaching qu'on avait, puis on a quand même beaucoup de talent dans l'équipe. On va pas se mentir, on Oui. avait probablement une des meilleures défensives dans la ligue. Tu sais, Mais oui. il y a des statistiques qui sortaient, on avait la meilleure moyenne de buts en décembre, le moins de tirs accordés en décembre. Puis, tu Ouais. sais, des statistiques comme ça. Fait que, tu sais, puis on n'était pas une équipe qui allait pour la Coupe nécessairement, mais tu sais, on sait ce qu'on avait, on avait un bon système défensif, on avait une bonne défensive, on avait des bons défenseurs. Notre groupe défenseur était vraiment bon. On avait des attaquants qui faisaient la job, qui étaient capables de faire des. Tu sais, je pense à Xavier Cormier qui faisait des Il est points quand fort. c'était son. Ah, il est vraiment bon. Tu sais, celui sa job, c'est de faire des points. Fait que, tu sais, on arrêtait on arrêtait l'adversaire, on partait, puis la ligne à Cormier s'amusait à faire des buts. Puis, tu sais, après ça, regarde, on bat Québécois, on bat, tu sais, Ouais. on battait quand même des équipes qui étaient quand même bonnes, tu sais, qui étaient censées être bonnes. Fait que, tu sais, tout le monde était surpris, même nous, on était surpris. On disait, ah, on est tant bon que ça, tu sais, on disait, on pourrait quasiment aller pour la coupe, tu sais. Finalement, ouais. Bon. C'est à moi, là, je t'écoutais puis j'étais trop dans la discussion, mais c'était super intéressant. J'enchaîne. Tu as été échangé aux Islanders de Charlottetown pendant le temps des fêtes. Une équipe très redoutable en passant. Quelle a été ta réaction là, suite à l'échange à Charlottetown? Écoute, je m'attendais un peu d'échanger. Je pense que, Ouais. comme on l'a dit, tu sais, l'Océanique, c'était pas une équipe qui allait pour la Coupe. Puis, tu sais, moi, je savais que j'avais 19 ans. J'étais pas dans. Tu sais, je savais que le jour que l'Océanique allait être une équipe qui allait retourner pour la Coupe, j'allais plus être dans la GMQ. Donc, je savais que ça, j'allais utiliser ma valeur pour justement se rebâtir une équipe pour le futur. Donc, justement, tu sais, je savais que il ne me l'avait pas dit que j'allais être échangé, mais je savais que peut-être c'était une chance que j'allais être échangé. Mais je ne savais pas, évidemment. J'avais un jour avant, j'avais appelé mon agent, j'avais dit est-ce que tu pourrais appeler Serge juste pour savoir c'est quoi ses intentions, voir si l'intention de m'échanger ou si des équipes qui me veulent. Je ne savais pas si des équipes qui me voulaient non plus. Là, Puis écoute, le lendemain matin, je me réveille, j'ai raté son appel, puis je l'ai rappelé, puis je t'ai échangé aux Islanders. Fait que, tu sais, moi, je m'attendais un peu. Ça a été vraiment un échange vraiment plus relax que celle-là de Val-d'Or. Celle-là à Val-d'Or, j'étais à Drummondville sur le bord de jouer une game pour Val-d'Or. Finalement, ils m'ont renvoyé à Rimouski le même jour pour jouer une game à Rimouski. Fait que, tu sais, là, j'étais chez moi, j'ai pu collecter mes affaires puis tout. Puis après ça, repartir pour Charlottetown. C'est vraiment plus normal puis tout. Puis moi, j'étais content. En tant que joueur à la GMQ de 19 ans, ton but rendu là, c'est de gagner une coupe au moins. C'est le fun. Ce serait le fun de pouvoir dire que tu as gagné ça plus tard. Fait que, moi, je suis content d'avoir l'opportunité de gagner une coupe cette année, évidemment. Là. Justement, les Islanders, c'est une équipe très talentueuse. Comme le prouve là, leur première place au classement général de la GMQ. C'est une équipe qui compte sur des joueurs incroyables, là, Xavier Simoneau notamment, Lucas Cormier, Brett Budgell et j'en passe. Quels sont tes objectifs personnels et collectifs pour cette deuxième moitié de saison qui commence pour vous dès samedi? Écoute, mes objectifs, c'est vraiment de gagner la coupe. Là. Je pense que Ouais, ça ne se le gâchera pas. Là. Écoute, je pense que mes objectifs personnels, je pense que je n'ai pas vraiment d'objectifs personnels parce que je pense que juste en jouant avec cette équipe-là, ça va juste tout va aller en place. Écoute, quand tu joues avec des bons joueurs, quand tu joues avec une équipe qui va pour la coupe, tu te fais plus voir, évidemment, tu parais mieux. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'objectif de dire je veux signer un contrat, je veux faire tant de points. Je vais juste jouer ma game, je vais apporter ce que je peux apporter pour faire gagner l'équipe. Puis à la fin de la journée, mon objectif premier, c'est de gagner, évidemment, la coupe. Puis après ça, je suis sûr que tout va suivre. Puis tout, les affaires, pour faire confiance à la game, puis faire confiance à
à la vie et tout. Mais le plus gros objectif, c'est vraiment de gagner. Puis c'est l'objectif de tout le monde dans la chambre. Quand on pratique, c'est pour gagner. Quand on regarde du vidéo, c'est pour s'améliorer pour gagner, créer des habitudes pour quand on va arriver en série. On pense déjà à jouer pour quand on va jouer dans les séries. C'est vraiment. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, ça va être leur dernière chance de gagner une coupe. Donc, je pense qu'on ne veut pas rater notre chance. Oui, assurément. Ouais. Vous l'avez dit, là, samedi, vous jouez votre première fois, mais pour la première fois en plus d'1 mois. Comment s'est passé ces confinements-là pour toi et les Islanders? Là, c'est pas évident. Là. Ça n'a pas été un confinement facile, honnêtement. On a commencé, on est arrivé le 2 janvier. On a dû faire 4 jours de confinement. Après ça, on a recommencé à pratiquer petit à petit. Mais après ça, il y a eu le COVID qui a frappé toute l'équipe, dans le fond. Fait que là, on vient justement on vient de sortir de ce confinement-là, du COVID. Plus de la moitié de l'équipe a pris le COVID. Puis fait que là, on a dû faire un 7 jours de confinement. Puis en même temps que ça, il y avait un lockdown ici à l'île du Prince-Édouard. Donc, on n'a pas pu pratiquer jusqu'au 31 janvier. Fait qu'on vient de recommencer à pratiquer. Puis, non, ça a été quand même bien aussi, le confinement. C'est sûr que c'était plate qu'on ne pouvait pas pratiquer. C'était pas cool, mais les entraîneurs nous envoyaient des entraînements à faire à la maison. Fait qu'on on a pu garder notre shape, pas de game parce que on ne jouait pas de game, mais on a pu garder une shape minimum pour être capable de jouer samedi. Puis, je pense qu'on va être prêt évidemment à jouer samedi. Là, on a une semaine pour se préparer, puis on pratique là, on s'entraîne. Puis, non, ça, je pense que samedi, on va être prêt pour la game, évidemment. C'est ça le but. Yes, c'est sûr. Changeons de sujet. Tu as été invité au camp des Sharks de San Jose cet été, au camp des recrues. Et ensuite, si je ne me trompe pas, tu as même participé au vrai camp d'entraînement. Donc, tu as côtoyé là, des gars que tout le monde connaît, là, des Brent Burns, Eric Carlson, Logan Couture. Comment ça s'est passé ton expérience sous le chaud soleil de la Californie? Oui, ça s'est bien passé pour eux. Je pense que j'ai laissé une bonne impression là-bas, évidemment. Je pense que ça l'a. Pas évidemment, dans le sens j'essaie de transitionner, là, mais ouais, non, j'ai laissé une bonne première impression. Ça a bien été, honnêtement. Je pense que j'ai plus montré que les gens s'attendaient. Je me suis fait dire aussi là-bas. Je pense que les gens, il n'y avait pas beaucoup d'attente. Quand tu invites un joueur, souvent, tu veux juste donner une expérience, peut-être une chance de quelque chose. Mais je pense que j'ai fait des bonnes choses. Je pense qu'ils étaient contents. Mais sinon, c'était vraiment une belle expérience. Comme tu l'as dit, c'est des noms. Les noms que tu viens de nommer, là, ces gars-là, je regarde jouer depuis que je suis jeune. Quand je jouais à NHL, là, je les prenais dans mon équipe de rêve. Puis, c'est des gars que je joue aux jeux vidéo avec. Puis là, j'étais assis à une table à manger, puis t'avais Carlson à côté de moi, Burns là-bas, Logan Couture, juste, comme j'étais à moins d'un mètre de eux, c'est sûr, c'est une situation que quand tu t'assois et tu réalises ce qui se passe, tu dis c'est quand même une expérience vraiment incroyable que tu vis, puis tu es chanceux de le vivre, mais c'était une belle expérience, de pouvoir vivre justement ce moment-là, d'être sur la glace avec eux, voir le niveau puis le talent que ces gars-là ont, puis vraiment de pouvoir pratiquer avec eux, puis ça te motive justement à continuer à travailler pour dire, un jour, j'aimerais ça être à leur place, t'sais. Fait que non, c'était vraiment une belle expérience pour elle. Puis je le souhaite vraiment à tout le monde de le vivre, là, évidemment. Yes. Plus tôt, on parlait de ta famille très sportive. Tu as un frère, Anthony Biakabutuka, qui joue présentement au niveau M18-3 avec les riverains du Collège Charlemagne. On va jouer à un jeu, OK? Supposons que moi et James, on est des recruteurs de la LHJMQ. Vante-nous, Anthony. Écoute, Anthony, c'est un gros gars, évidemment, comme moi, 6 pieds 4. Je ne sais pas si c'est 6 pieds 4, mais genre 6 pieds 2, 6 pieds 3, autour de là. Autour de 185 livres. C'est un athlète, évidemment. Il a la même génétique que moi. Donc, avec un athlète, tu ne peux pas te tromper. C'est un jeune homme dédié. Je le vois travailler à la maison. C'est un gars qui travaille fort. Il veut s'améliorer. Il regarde beaucoup de hockey. Il mange beaucoup de hockey. C'est un gars vraiment qui est dédié. C'est un gars qui travaille fort à l'école. Donc, c'est un gars vraiment qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'est vraiment... il a un bon coup de patin. Il a un bon tir, évidemment.
Il est très bon défensivement. Vraiment, là, il est capable d'apporter sa touche offensivement aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment un joueur qui est bon dans toutes les situations. C'est ça qu'on appelle un athlète, justement. Puis, honnêtement, celui qui va faire c'est l'acquisition d'Anthony au prochain repêchage, ça va être probablement une des très bonnes décisions du draft. Si c'est pas la meilleure décision du draft. Est-ce qu'on peut dire un peu que Anthony, c'est un peu ton mini-toi? C'est comme l'équipe qui va acquérir Anthony va un peu aller chercher un futur Jérémy? Écoute, comme on aime dire dans notre famille, on est trois gars, puis les trois on joue au hockey, puis on aime dire que les trois, on n'a pas le même style, les trois. Probablement, il y en a un des trois qui est un attaquant. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, Qu'est-ce qui moi, Anthony, diffère entre toi et Anthony? Différent. Écoute, moi, probablement, avant, j'étais un attaquant. J'ai changé. J'ai changé quand j'étais Pee-wee. Mais Anthony, on ne s'est jamais trompé. On a toujours dit que c'était un défenseur. Il voulait être défenseur et tout. Donc, nos styles de jeu, on joue pas pareil. Mettons, même quelqu'un là, à Rimouski, il y a un des gars qui avait regardé une game à un moment donné, puis avait dit écoute, il dit j'ai vu ton frère jouer, mais il dit vous n'êtes pas pareil, comment vous jouez. Je pense que moi, je fais des affaires que lui, il fait pas, puis moi, je fais pas d'affaires que lui, il fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des choses qu'on fait, par contre, les deux, on a une bonne passe, les deux, on a une bonne shot. Mais c'est juste que il y a des affaires peut-être que lui, il aime mieux faire que moi, je fais pas. Puis moi, les affaires, j'aime mieux faire que lui, il aime mieux pas faire. Ouais. Mais on peut dire que les deux, on est une copie pareille. Ça serait mentir un peu. Okay. Ça serait même lui mettre une pression, même parce que il y en a souvent, malheureusement, que quand il y a quelqu'un, un grand frère, ils vont essayer de le comparer avec son grand frère, mais des fois, on n'a pas le même style. Là, fait qu'on peut même pas nous comparer les deux ensemble, à part que les deux, on est des athlètes, les deux, on est des gros bonhommes, puis on porte le même nom de famille. Ouais. Quel genre de relation de sportif est-ce que vous entretenez, là, toi et Anthony? J'imagine que tu lui donnes des conseils une fois de temps en temps, vous jasez pas mal? Ouais, non, c'est sûr qu'écoute, moi et Anthony, on est des frères, là, puis on est proches, là, écoute, je regarde ses games. Là, malheureusement, il ne joue plus là, à cause du COVID, mais quand j'ai du temps libre, on joue souvent les deux le vendredi, mais quand on joue pas en même temps, je regarde ses games. À Rimouski, quand il est allé jouer à Rivière-du-Loup, je suis allé le voir, évidemment. Moi, mon but, c'est qu'il soit le meilleur, justement. Il y a eu ce que moi, j'ai pas eu, un grand frère qui pave son chemin un peu pour lui. Moi, j'ai vécu ma saison de repêchage midget 3A. Je l'ai vécu, c'est quoi, avoir les scouts qui viennent te voir, puis tout. Fait que, moi, j'ai dit les conseils. Quand je regarde sa game, je lui donne des trucs. Je dis, quand là, tu aurais pu faire ça. Puis, vraiment, je lui montre des trucs, puis quand je reviens à la maison durant l'été, évidemment, j'y donne le plus de trucs que possible parce que moi, j'ai eu des coachs que lui, il n'a pas eu. Puis, j'ai côtoyé avec Donald Dufresne, probablement un des meilleurs coachs dans la LGMQ pour les défenseurs. Donc, j'ai plein de trucs que je peux lui montrer. Puis, durant l'été, cet été, on va commencer à s'entraîner avec le même entraîneur, justement, parce que, justement, avant, il faisait ses affaires avec son. Il est rendu à un niveau que maintenant, il va pouvoir payer pour un meilleur entraîneur, avec un meilleur entraînement plus encadré. Fait que, maintenant, on va s'entraîner ensemble et tout. Fait que, je pense qu'on suit, les deux ont le même objectif, c'est de jouer professionnel un jour. Puis écoute, les deux, on pousse dans la même direction. Fait que, moi, s'il me demande de l'aide, je vais l'aider. Il n'y a aucune raison pourquoi je ne l'aiderais pas. Yes. Dans les derniers jours, on a vu des joueurs professionnels comme Jordan Subban et Bokonji Mama être victimes de gestes racistes. Toi-même, en tant que joueur de couleur, là, quel message souhaites-tu faire passer là, qu'il y a encore du monde là, qui ne comprennent pas? Écoute, pour vrai, c'est plate. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai quand même été triste un peu parce que on pensait que ça allait être fini un peu puis qu'il allait plus avoir ça puis tout. Mais malheureusement, même dans le feu de l'action, je sais c'est quoi, j'ai regardé un peu les commentaires des joueurs qui avaient fait ces gestes, ils disaient c'était dans le feu de l'action, j'ai fait quelque chose, mais dans le feu de l'action, justement, c'est là justement que tout ce que tu penses, ça ressort, parce que c'est comme vite, c'est comme impulsif. C'est quand même triste de savoir que ça existe encore, mais c'est
c'est des choses qui arrivent, puis ça devrait plus arriver, malheureusement. Puis c'est sûr que peu importe ce que je vais te dire, malheureusement, ça n'arrêtera pas demain. Mais tu sais, je pense que peu importe quelle couleur que tu es, peu importe qui tu es, je pense que tu devrais avoir le droit d'être traité avec respect, puis de traiter avec justement respect et la plus grande classe. Puis je pense que c'est vraiment triste que ces joueurs-là aient subi ça pour des choses que c'est même pas leur faute. Je pense pas qu'ils n'ont pas choisi d'être noirs, ils sont juste nés comme ça. Puis je pense pas que la couleur de leur peau devrait définir qui ils sont. Puis mais c'est vraiment triste. Puis je pense que malheureusement, ça va sûrement arriver encore, mais on va être encore là pour dénoncer ça puis se battre pour ça, évidemment, parce que je pense que tu sois noir, blanc, n'importe quelle autre couleur, je pense que tu dois avoir le droit d'être traité avec respect, peu importe t'es où dans le monde, puis peu importe qu'est-ce que tu fais. Je suis 100% d'accord avec toi. Là, on en a tellement parlé, là, évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter. Ça a fait beaucoup de sensibilisation. On en a parlé sur les réseaux sociaux. Ça a touché beaucoup de monde. Mais il y a encore des joueurs, mais comme tu dis, dans le feu de l'action, on ne réfléchit pas. Donc, ça refait sortir le mauvais côté de certaines personnes. Et ces joueurs-là sont punis. Là. Je pense que le joueur dans la East Coast là, avec Jordan Subban, il s'est fait virer de son équipe tout simplement. Ouais. Donc, avec de tels gestes viennent de grandes conséquences. Et toujours dans le but que le hockey, c'est pour tout le monde et qu'on est inclusif envers tout le monde. 100% d'accord aussi, oui. En terminant, quels sont tes plans pour ta carrière après la LHMQ? Tu parles tantôt, tu veux faire le saut chez les professionnels. Est-ce qu'il y a un plan d'établi clair avec toi, ton entourage? Ou si jamais ça ne marche pas dans le hockey, y a-t-il un domaine qui t'intéresse en particulier comme métier plus tard? Là? Alors, c'est sûr que le plan de tous les joueurs, vraiment, c'est de signer un contrat. Après ma carrière junior, évidemment, ce serait de signer un contrat, que ce soit Ligue américaine, peu importe, évidemment. Ça, c'est le but premier, évidemment. Si ça ne marche pas, écoute, c'est sûr que il y a l'école, évidemment. Quel domaine j'aimerais ça aller, je ne sais pas encore. Pas te mentir, c'est pas quelque chose que j'ai encore fait un choix ou quelque chose. En ce moment, je suis au cégep pour finir mes cours, puis parce que on n'a pas le choix dans la LHMQ. Puis pour faire mes cours de base, puis tout, pour que le jour que justement je vais faire mon choix, je ne vais pas être freiné parce que j'ai des cours que je n'aurai pas fait. Mais c'est vraiment ça, le but. Mon but, c'est vraiment de justement prendre l'opportunité d'avoir une bonne équipe, de jouer à 20 ans pour décrocher un contrat professionnel, évidemment. OK. Donc, l'an prochain, le plan, c'est jouer dans la LHJMQ à 20 ans? Non, je pourrais. Moi, j'ai vraiment. Si tu as un contrat avant, tu vas faire le saut. Oui, non. Si tu n'en as pas, tu vas revenir. Écoute, je vais aller. Moi, je vais vraiment le jour. Écoute, si on. Comme je dis, il n'y a pas aucun joueur là, qui va dire non, que si demain un gars vient dire ouais, on a besoin de toi dans NHL, est-ce que si personne me dit. Fait que, moi, je vais aller qu'est-ce qu'on me donne. Si à la fin de l'année, j'ai un contrat, écoute, puis on regarde avec mon agent, puis on dit, ouais, ce serait le temps de monter, ben parfait, je monterai. Puis si j'ai pas de contrat, puis c'est à 20 ans que j'en ai un, parfait. Puis, c'est vraiment le jour. Tu vois, qu'est-ce qu'on te donne. Je pense que je vais prendre ce qu'on me donne. Puis après ça, je vais manœuvrer avec ce que j'ai. Puis pour un jour, espérer me rendre chez les professionnels, oui. Excellent. James, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure? Avant ta petite conclusion, je vais faire un mot quand même. Je me répète encore un petit peu, mais c'est super intéressant de t'entendre parler également. Très inspirant ce que tu lances comme message. La meilleure des chances à toi. Tu as une belle carrière encore là. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, James. Merci. Jérémy Biakabutuka, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Je te souhaite une bonne fin de saison de hockey avec les Islanders de Charlottetown. Et pourquoi pas, comme tu l'espères, une Coupe du Président. Et une Coupe Memorial. Yes, facile. Merci beaucoup, Charles et James, de m'avoir reçu. C'est un honneur d'être venu ici, puis je reviens ici n'importe quand. Excellent. Merci beaucoup, toi aussi, James, d'avoir été présent pour ce podcast. Toujours, je suis très content de savoir que je pourrais compter sur toi encore en 2022. Ah oui, ça me fait plaisir, Charles. Excellent. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour rien manquer de la saison 3 de Boisvert Radio, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.